Bien, mes chers collègues, nous allons débuter l'audition de M. Laurent Wauquiez, ministre des Affaires européennes. Nous sommes heureux, Monsieur le ministre, de vous accueillir cet après-midi pour cette audition ouverte à la presse, commune avec la Commission des Affaires européennes et consacrée à la politique méditerranéenne de l'Union européenne. Alors, l'Union européenne a engagé la redéfinition de sa politique. Je vous demande. Merci, messieurs les photographes. L'Union européenne a engagé la redéfinition de sa politique de voisinage avec les pays méditerranéens, qui reposera désormais sur la conditionnalité de l'assistance aux avancées dans la transition démocratique, avec une stratégie différenciée en fonction des situations particulières de chaque pays. Alors, pour faire court, Monsieur le ministre, si vous en êtes d'accord, vous allez nous présenter les décisions qui ont été prises à ce sujet tout récemment. Personnellement, je souhaiterais que vous puissiez nous expliquer comment cette redéfinition de la politique de voisinage est appréhendée par nos partenaires européens. On a le sentiment très net que beaucoup d'entre eux redoutent, notamment les pays en particulier à l'est de l'Union européenne, que beaucoup d'entre eux redoutent que le partenariat oriental fasse les frais de cette redéfinition et insistent sur la nécessité de maintenir et même d'augmenter les moyens au profit de l'Est de l'Europe. Par ailleurs, la situation économique et budgétaire de l'Union n'est pas propice au développement de politiques dispendieuses. Comment pensez-vous qu'évolueront les discussions à ce sujet au sein de l'Union? Et avant de vous laisser la parole, je laisse la parole à mon collègue Pierre Lécuyer. Oui, à mon tour, je voudrais me réjouir de cette commission commune avec celle des Affaires étrangères présidée par Axel Poniatowski. Mes questions vont un peu rejoindre celles que Axel vient de poser. On a effectivement l'impression qu'il y a une discussion autour du rapport 2 tiers, 1 tiers entre la politique de voisinage à l'Est et la politique de voisinage au Sud. Or, elle est évidemment pour ce qui est le Sud plus nécessaire que jamais, et vu les efforts que la France fait dans cette région, on a l'impression que la Commission européenne propose de supprimer la règle des 2 tiers, 1 tiers et de privilégier l'aide en fonction des conditionnalités démocratiques. Et, tout à fait favorable au principe, mais est-ce que ça risque pas de déséquilibrer ce rapport 2 tiers, 1 tiers? Et d'autre part, je voudrais poser une question sur la cohérence à laquelle il me semble qu'il faut veiller entre les conditionnalités démocratiques de la politique de voisinage sur le Sud et les grands projets structurants de l'Union pour la Méditerranée. Voilà, Monsieur le Ministre, en vous remerciant à nouveau d'avoir accepté de répondre à nos questions sur ce sujet plus précis. Alors, Monsieur le ministre, pour répondre, si vous voulez bien répondre à ces questions, et puis pour un propos liminaire d'une dizaine de minutes, et après quoi, nos collègues auront des questions à vous poser. Merci beaucoup, messieurs les présidents. Je voulais dire d'abord mon plaisir de répondre à une audition commune, d'autant que je pense qu'elle est très chargée de sens. On a de plus en plus une dimension de politique étrangère que nous essayons d'affirmer dans l'enceinte européenne. Ça n'est pas évident. Ça se traduit par des avancées, parfois des désillusions, des points qui sont réussis, d'autres qui le sont moins. Et donc je trouve qu'au-delà même du côté de proximité évidemment qui existe entre vos deux commissions, il y a un sens très profond à faire cette audition commune à ce moment-là sur ce sujet-là. La deuxième remarque que je ferai, c'est que personne n'en doute aujourd'hui, ce qu'on voit défiler devant nos yeux, c'est l'histoire. Ça n'est jamais facile de voir défiler l'histoire devant ses yeux. Parce qu'on peut toujours la réécrire une fois que le train est passé, mais l'anticiper, comprendre quelle est la tendance qui est à l'œuvre sous nos yeux, savoir si nous sommes à la hauteur des enjeux, n'est jamais une tâche facile. Et je crois que voir défiler l'histoire, pour des responsables politiques, c'est sans cesse une école de modestie. Le dernier point sur lequel j'insisterai, avant de rentrer dans les détails précis, mais dans le cadre de la réflexion, c'est que, historiquement, quand on parle de la Méditerranée, il ne faut jamais oublier Brodel. L'Europe a été prospère quand sa relation avec la Méditerranée était prospère. Toujours, systématiquement. Dans toutes les phases de prospérité de l'histoire de l'Europe, ça se traduisait par une phase de prospérité en lien avec la Méditerranée et notamment la rive sud. Alors, dans ce cadre-là, nous ne devons pas approcher
cette relation avec la rive sud et avec la politique de voisinage, ni avec naïveté, ni avec défaitisme. Pas de défaitisme parce que c'est d'abord une formidable opportunité. Et j'ai mesuré lors du dernier sommet, qui était le sommet européen avec l'ASEM, à quel point, oui, l'Europe portait d'abord un message d'optimisme par rapport à ces révolutions arabes. Il faut être lucide. Du côté asiatique, il y a une certaine forme de défiance, voire d'inquiétude par rapport à ces révolutions arabes dont on se dit comment est-ce qu'elles peuvent avoir un effet d'impact ou non sur les différents régimes asiatiques. Nous, l'Europe, le message que nous portons est d'abord un message optimiste. La deuxième chose, c'est que pour autant, il ne doit pas être naïf. La réussite d'une transition démocratique n'est jamais facile. Et nous en avons plusieurs exemples. Songez à ce qu'ont été les balbutiements de l'implantation de la démocratie en France, qui a quand même pris une succession de régimes en passant par des phases plus ou moins autoritaires et plus ou moins réussies. Songez aux difficultés avec lesquelles l'Allemagne a réussi à implanter progressivement une démocratie constitutionnelle sur le post-Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y avait tout le souvenir des traumatismes de la Seconde Guerre mondiale et l'investissement massif de la part du plan Marshall. Donc, ni naïveté, ni défaitisme. C'est une formidable opportunité et dans le même temps, un formidable défi. Alors, comment est-ce que ce formidable défi et cette formidable opportunité ont été appréhendés? D'abord, première question, est-ce que l'Union européenne, au début, a été à la hauteur? Je crois qu'il s'agisse de l'Union européenne comme de la France, il nous faut simplement reconnaître que nous ne nous y attendions pas. Et qu'au début, ces révolutions et la révolution de Jasmin ont pris tout le monde par surprise. Cette surprise étant passée, est-ce que pour autant l'Union européenne a mal réagi et aurait à rougir du comportement qu'elle a eu? Je crois que là-dessus, au-delà des sentiments qui sont dus aux capacités plus ou moins charismatiques et médiatiques des uns et des autres, la réalité du fond de l'action diplomatique de l'Union européenne n'est pas négative. Et elle a été très constante. D'abord, c'est l'Union européenne qui, la première, a pris des sanctions envers tous les régimes qui ont utilisé la violence contre leur population civile. En fait, c'est ce qui est devenu la pierre de touche de notre attitude diplomatique et de ce point de vue, pour tout le monde, ça a été assez salutaire comme remise en cause. Nous l'avons fait pour la Tunisie, nous l'avons fait pour l'Égypte, nous l'avons fait pour la Libye, et nous sommes les premiers à le faire également pour la Syrie et le Yémen, en allant souvent d'ailleurs au-delà des mesures restrictives qui ont été mises en place par les Nations Unies. Je pense plus particulièrement à la désignation nominative, précise, du président Assad et de son entourage, avec des sanctions qui sont très larges, puisqu'elles vont de l'interdiction des visas au gel des avoirs. Deuxièmement, l'Union européenne et la France continuent de maintenir une forte pression politique, notamment sur les régimes libyens et syriens. Une toute petite parenthèse à ce sujet. Il n'y a pas une révolution arabe. Il y a des pays qui cherchent tous une voie qui est différente. Le Maroc essaye de le faire avec une transition portée le plus possible dans la continuité des réformes qui avaient été faites avant. La Tunisie a une réforme qui a été très fortement portée, notamment par la détresse économique liée à l'impact de l'explosion du coût des céréales. En Libye, ce sont aussi liés à l'histoire profonde du pays libyen, avec les affrontements et les équilibres entre les différentes tribus qui ont considérablement contribué à l'affaissement tout d'un coup du régime de Kadhafi. En Égypte, pays que je connais bien pour y avoir vécu à deux reprises, c'est, je dirais, l'aboutissement d'un régime qui n'a pas été capable de structurer une classe moyenne qui permette de faire son efficacité et sa solidité. Je crois qu'il faut qu'on fasse très attention et être très humble dans notre diagnostic. Il n'y a pas une révolution arabe. Il y a des pays qui ont des histoires différentes et qui aboutissent au même moment à ce que les nœuds de contradiction qui portaient leur développement se tendent au-delà du supportable. De ce point de vue, sur la poursuite de la mobilisation européenne pour la Syrie, la bataille diplomatique est en ce moment engagée au Conseil de sécurité, avec la mobilisation notamment des 4 membres européens du Conseil qui ont été unis derrière la France et le Royaume-Uni pour permettre l'adoption d'une résolution au Conseil de sécurité. Enfin, l'Europe n'abandonne pas, et nous avons toujours veillé à cela, les populations qui sont les premières touchées par l'ampleur du mouvement. Souvenez-vous, c'est l'Europe qui, la première, a mis en place, ce qui était pourtant une opération très délicate autour de la Libye, les opérations consistant à faire en sorte que les réfugiés égyptiens qui étaient allés du côté de la frontière tunisienne puissent être rapatriés du côté de l'Égypte et qu'à l'inverse, les Tunisiens qui avaient fui du côté de l'Égypte puissent être ramenés du côté de la Tunisie. Donc du point de vue du diagnostic, je dirais que l'Europe a été incontestablement la zone géopolitique qui a été la première à répondre, et c'était normal. Nous avons été pris par surprise, oui, c'est clair,
Mais la réponse qui a été apportée ensuite n'est pas une réponse dont nous avons à rougir, parce qu'elle n'a pas été construite dans des compromissions à partir du moment où nous avions la donne de la révolution et des changements sur la rive sud de la Méditerranée. La deuxième question très précise qui a été posée par le président Poniatowski, c'est l'impact sur notre politique de voisinage. Il est évident que cela doit nous amener à revoir en profondeur notre politique de voisinage. Le premier point, c'est que c'est une leçon de modestie. Une leçon de modestie, il faut l'appliquer jusqu'au bout. Ces pays se sont soulevés seuls. Ce n'est pas nous qui maintenant allons leur expliquer ce dont ils ont besoin. On doit écouter ce qu'ils attendent, quelles sont leurs priorités, et essayer de mettre en place en face des outils. Il ne faut en aucun cas venir maintenant avec nos valises et expliquer, bon ben voilà, vous avez besoin de ceci, on le sait, on le sent mieux que vous, voilà ce qu'il faut faire. On doit être fondamentalement dans une posture qui est une posture d'écoute, construite notamment avec la société civile, puisque un de nos travaux fondamentaux est de contribuer à l'émergence et à l'appropriation de cette révolution par la société civile dans un processus de stabilisation progressive. Dans ce cadre-là, il est évident que tout ce qui permet de soutenir la transition démocratique, comment est-ce que la presse s'approprie cette transition? Je ne sais pas si certains d'entre vous ont regardé les titres de la presse tunisienne. C'est extraordinaire à voir. Cette fabuleuse libération de la parole, tout d'un coup, vous avez des tribunes qui fleurissent dans tous les sens, dans toute la presse tunisienne. Mais il y a un moment où il faut apprendre à domestiquer cette liberté-là. Comment aider à constituer des groupes de presse, comment exercer le travail de critique, comment avoir le travail de distance. Il y a une forte attente de leur part et une forte demande. Donc ce sont des sujets sur lesquels on doit être à leur côté et être capable de répondre aux demandes qui sont exprimées du côté tunisien pour porter assistance à leur transition, notamment démocratique. Le deuxième point sur lequel vous avez posé la question, c'est celle de nos outils. Oui, nous n'avons pas beaucoup de moyens. Oui, c'est un vrai défi, parce que si l'on revient à ce que j'évoquais au début, sur ce qui s'est passé en Allemagne, la transition démocratique en Allemagne a été réussie parce qu'il y a eu massivement l'aide du plan Marshall. Est-ce que pour autant nous sommes démunis de tout moyen d'être à la hauteur de cet enjeu? Je ne le crois pas, à condition que nous soyons un peu imaginatifs. La première chose d'abord qui doit être très claire, c'est que le voisinage méditerranéen n'est pas en concurrence avec le partenariat oriental. Ce point-là est très important, notamment pour des pays comme la Pologne, qui vont prendre la présidence. Il faut bien être clair que ça n'est pas l'un ou l'autre, et ça n'est pas de même nature. Pour avoir fait la semaine dernière un déplacement avec nos interlocuteurs polonais, j'ai été très frappé de leur évolution particulièrement positive sur le sujet. On va être très clair, il y a un moment où on a senti de la tension. Et où on a senti ce risque d'avoir peut-être nos pays, nos amis d'Europe centrale, qui, après l'enthousiasme initial, se recroquevillent un peu en disant « écoutez, tout ça c'est bien sympathique, mais nos intérêts géopolitiques à nous ne sont pas sur la rive sud de la Méditerranée ». Je trouve que ce passage-là a été dominé et que tout le monde a bien conscience qu'on est face à un enjeu historique et qu'il n'y a pas tellement de place pour les petites querelles de chapelle. Ça, c'est un point pour moi très intéressant sur l'émergence quand même d'une conscience d'intérêt général européen commune qui est, je trouve, plutôt à l'honneur de l'approche et de la réflexion que nous sommes capables de développer au niveau européen. De ce point de vue, nous sommes parvenus à maintenir tel quel, sans qu'il y ait le moindre coup de canif dedans, la répartition de nos priorités 2 tiers, 1 tiers, et de faire en sorte que soient sanctuarisés les 2 tiers des moyens préservés et réservés au sud méditerranéen. La deuxième chose que nous avons essayé de faire, c'est d'être imaginatif et de faire en sorte que le mandat de la BIRD soit étendu aux pays du Sud et que les retours sur crédit de la BEI puissent être réinjectés. Les retours sur crédit de la BEI jusque-là n'étaient pas réutilisés, on perdait de l'argent. Le mandat de la BIRD n'était pas étendu sur la rive sud de la Méditerranée alors qu'il pouvait être très utile, nous l'avons étendu. De ce point de vue, je crois que l'Union européenne a mobilisé des moyens qui sont considérables, qui représentent plus de 1,2 milliard d'euros. Et sur la période 2011-2013, l'aide de l'Union européenne aux pays du voisinage sud se monte à 3,6 milliards d'euros en plus, avec en termes de prêts, les efforts réunis de la BIRD et de la BEI qui se montent à 8,5 milliards d'euros. Et puis enfin, il y a tout ce que nous avons essayé de construire, notamment lors du sommet de Deauville,
où l'Union européenne essaye de s'affirmer comme étant finalement la colonne vertébrale autour de laquelle se construit toute la donne internationale et toute l'aide internationale qui est apportée. Et là, nous sommes dans notre vocation. Juste un tout petit point là-dessus. Attention à ne pas donner une prime aux pays qui ont fait la une médiatique. Qui comprendrait que, alors que le Maroc et la Jordanie se débattent comme des diables pour essayer de porter des réformes difficiles, je pense par exemple à la réforme que connaît parfaitement Pascal Clément sur la réforme du Code civil qui a été portée par le régime marocain, qui n'était quand même pas une réforme facile, consistant à augmenter et à accroître le statut de la femme. D'ailleurs, vous aviez mis en place des coopérations avec eux à l'époque pour les accompagner sur cette transition, qu'on les oublie et qu'on les passe par perte et profit, juste parce qu'il n'y a pas eu de révolution ou d'actualité médiatique qui ait occupé la une sur nos médias. Donc de ce point de vue, la France a plaidé pour que Maroc et Jordanie soient, au même titre que Tunisie, Égypte et Libye, bien mis dans notre spectre de priorité et ne soient pas les oubliés de notre politique de voisinage sud. Je terminerai enfin par une idée à laquelle vous savez que nous sommes très attachés, qui est celle de l'Union pour la Méditerranée. L'Union pour la Méditerranée n'a pas jusque-là, au-delà de l'idée elle-même, su parfaitement répondre aux enjeux par anticipation. Pour autant, est-ce qu'on doit condamner la validité du projet politique? Sûrement pas, puisqu'en réalité, il n'a jamais été autant d'actualité. La seule chose, c'est que nous sommes maintenant à un moment où il faut absolument qu'il se décline sur des projets concrets et tangibles, qu'on sorte des grandes déclarations et qu'on entre dans la phase de réalisation concrète. Il y a quelques exemples qui sont assez simples, et je n'en prendrai que deux qui sont à mon avis très attendus. Le premier, c'est l'Office euro-méditerranéen de la jeunesse, qui en plus véhicule un message très positif de notre approche de l'immigration, sur laquelle je pense même que nous pouvons tous nous entendre, qui consiste à accepter, évidemment, qu'une partie de la jeunesse méditerranéenne soit formée chez nous, et qu'ensuite ils puissent être réaccompagnés sur leur retour, une fois qu'ils ont été formés, sur des projets concrets avec, à l'arrivée, des clés de financement et des aides, notamment pour du montage d'initiatives, de la création d'entreprises, de la création d'initiatives locales, de la création d'associations ou d'ONG. Donc vraiment que ce soit sur une logique d'échange équilibrée qui permet à la fois d'aider à la formation des forces vives des pays de la rive sud de la Méditerranée, mais de le faire sur des bases claires et sans chercher à vendre des illusions qui en plus pomperaient les énergies de la rive sud de la Méditerranée à notre profit. Le deuxième projet, qui est un projet très intéressant par rapport au débat énergétique que nous avons surtout en ce moment, c'est le fait de mettre en place de gigantesques fermes solaires sur la rive sud de la Méditerranée. C'est leur énergie. Les progrès sont considérables. Cela suppose des investissements qui sont portés sur la durée, puisque la durée d'amortissement est souvent sur 20 ans. Et donc l'effet de levier que nous pouvons faire en les aidant à financer des premiers projets peut être considérable. Et ce dont nous avons besoin, c'est derrière d'avoir des infrastructures, notamment en termes de transport de l'énergie, qui permettent ensuite de transporter cette énergie de la rive sud en direction de la rive nord, et d'en faire à la fois pour nous une source d'équilibre énergétique et pour eux une source de profit économique. Vous le voyez, il y a beaucoup d'opportunités. Je crois surtout que maintenant, ce qui compte, c'est que nous trouvions le bon équilibre entre, d'une part, leur très forte attente d'Europe. Il y a une attente d'Europe sur la rive sud de la Méditerranée que nous ne devons pas et que nous n'avons pas le droit de décevoir. Et en même temps le faire en prenant bien en compte qu'ils se sont libérés eux-mêmes, qu'ils ne nous ont pas attendus et que nous n'avons pas de leçons à leur donner. Et c'est cet équilibre entre une posture à la fois de responsabilité, qui prend en compte toute la cohésion nécessaire avec cette rive sud de la Méditerranée, et en même temps une position d'écoute et pas de donneur de leçons, qui est sans doute le chemin et le meilleur chemin à tracer dans ce partenariat. Merci. Merci, Monsieur le Ministre, pour ce propos liminaire. Alors, on a pas mal de demandes d'intervention. Si vous voulez bien, on va les prendre en deux séries. Bien sûr. D'intervention. Et je donne d'abord la parole à Jacques Millard. Oui, merci, messieurs les présidents. Monsieur le ministre, je vous écoutais avec beaucoup d'intérêt et votre enthousiasme bien connu, je dirais, stimule un peu les enjeux. Cela étant, je crois qu'il faut quand même regarder les choses en face. Alors qu'on n'ait pas vu venir la crise, personne ne l'a vu, ni les Arabes, ni personne. Ça, c'est clair. Donc, on ne va pas revenir là-dessus. Et je crois que celles et ceux qui critiquent à cette fin la politique, soit française, soit autre, sont complètement à côté de la plaque parce qu'ils commencent par se regarder. Alors, cela étant,
il faut bien voir, la crise a d'abord été une crise économique due à la crise mondiale. Il ne faut quand même pas l'oublier. Et toutes ces économies, qui sont des économies extrêmement sensibles, notamment aux fêtes touristiques, sont en panne, que ce soit la tunisienne ou l'Égypte. Donc que nous mobilisions pour effectivement relancer ces économies et stabiliser la zone, ça me paraît vraiment un objectif primordial. Et là, je ne peux être que d'accord avec vous. Simplement, très franchement, je crois qu'il faut être efficace. Et que ce soit le processus de Barcelone, que ce soit, et vous avez terminé par l'Union pour la Méditerranée, on est dans des phénomènes de systèmes multilatéraux extrêmement lourds. Et ils ont, ces systèmes, un deuxième écueil. C'est que pour que ça fonctionne, surtout pour l'UPM, il faut que tout le monde soit, je dirais, à la même phase et soit ami avec l'autre. Et donc, je ne crois pas que ça va fonctionner. Donc, pour être efficace, car c'est dans notre intérêt, je ne suis pas du tout certain que la voie multilatérale que vous prenez, tant au niveau européen avec la mobilisation de la BEI, c'est à chaque fois des processus très lourds. Et moi, personnellement, je crains fort qu'il faille revenir à des conceptions beaucoup plus simples du multibilatéral et que tout cet argent qu'on met au niveau européen serait beaucoup mieux employé et efficace dans les actions bilatérales de la France. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit ignorer quand même le problème européen, mais je crains fort que la mobilisation de ces fonds va être extrêmement difficile. J'ajoute un point très important, c'est que vous avez parlé de l'Office européen de la jeunesse. Chiche, relevons le défi. Il y a quelque chose que nous devons mettre en place et que j'ai dit lorsque je m'étais adressé dans l'hémicycle au ministre Alain Juppé, c'est un institut franco-méditerranéen, car nous sommes en train, nous Français, de nous faire tailler des croupières, notamment par les Allemands, notamment par un certain nombre de puissances qui mettent des moyens. Et nous devons réinvestir intellectuellement toute la Méditerranée, car nous sommes en train de perdre des positions, notamment dans la formation des élites, que nous allons payer très cher. Merci. Madame Bourraguet. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voulais revenir sur le plan solaire méditerranéen dont vous avez parlé. C'est un projet très important pour l'Union pour la Méditerranée, mais est-ce qu'on a justement par rapport à un projet, à des dates, quelque chose qui va avancer? Parce qu'on est sur les plans et si on pouvait être sur quelque chose de concret, ce serait important. Et ensuite, une question plus compliquée qui touche pas seulement l'immigration, qui touche l'action que peut conduire l'Europe en Méditerranée sur tous ces bateaux de la mort. Est-ce qu'il y a vraiment une action qui est faite pour secourir les populations? Monsieur Guémard. Oui, Monsieur le Ministre, merci pour votre exposé très clair. Moi, j'aurais une simple question. Compte tenu du rôle que jouait l'Égypte dans le processus de l'Union pour la Méditerranée, comment vous évaluez les évolutions en cours en Égypte et leurs effets sur la capacité d'initiative et d'action dans ce processus? Merci. Merci, Monsieur Schneider. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, ma question porte également sur le partenariat euro-méditerranéen. Vous avez répondu à pas mal de choses déjà. Pour une fois, je dois dire que je rejoins assez notre ami Jacques Miard. C'est que les pays d'Europe, et notamment certains de nos voisins, ne voient pas exactement les relations entre le sud de la Méditerranée que nous. Vous avez évoqué l'énergie. Je remercie le président Lequier de m'avoir à plusieurs reprises confié des rapports sur cette question. Et là aussi, nous n'avons pas la même approche. Les uns sont évidemment plus économiques, les autres un peu plus politiques. Certains sont, je dirais même, un peu plus affectifs. Alors, on dit souvent que ça ne marche pas, ou pas assez bien, vous l'avez dit d'entrée de jeu, Monsieur le Ministre, parce que nous ne jouons pas exactement dans la même cour au niveau européen. Est-ce que vous avez encore quelques éclairages à nous apporter sur cette question? Merci. Et Monsieur Dufaux pour cette première série d'interventions. Monsieur le Ministre, il vient d'être suggéré qu'effectivement, quand on parle des problèmes de l'Union pour la Méditerranée, au sein des différents partenaires européens, tout le monde n'a pas la même sensibilité, ne parle pas forcément le même langage, même si on essaie de rapprocher les situations. Vous avez aussi
eu la prudence de dire que ce n'est pas parce que l'Europe s'intéresse à l'Union pour la Méditerranée qu'elle se désintéresse de l'Europe orientale, et vous l'avez souligné avec les fameux 2 tiers, 1 tiers. C'est sur ce point que je voudrais vous interroger, parce qu'à l'heure actuelle, il y a aussi une actualité dans ces pays. Je veux parler notamment de la Serbie. La Serbie a été, par des moyens divers, dépouillée d'une part du Monténégro, d'autre part par voie de référendum, d'autre part du Kosovo, dans les conditions que l'on connaît. Puis le président serbe, M. Tadić, s'est expliqué et a franchement marqué son inclination pour l'Union européenne, ce qui n'est pas sans problème intérieur. Il a fait, on peut dire, acte de repentance, on va l'exprimer comme ça, par rapport aux crimes qui se sont déroulés pendant la guerre de Bosnie. Vient d'être arrêté le général Mladić, qui a été maintenant extradé. Or, vous le savez, la Serbie est candidate à l'Union européenne, mais avant d'en arriver là, ce qui est un long chemin, il y a le traité d'Aza à stabiliser. Aujourd'hui, 19 pays ont ratifié cet accord de l'Aza. La France, pas encore. Or, vous avez dit que c'était un retour de l'histoire. Il semble bien quand même que la Serbie et la France ont beaucoup de points communs et d'histoires communes. Il serait un peu paradoxal que la France ne suive pas de plus près le dossier de l'Aza de la Serbie, alors qu'on voit que d'autres pays ont mis en exergue celui de la Croatie. Et si on en revient à l'histoire, on sait quelles ont été les positions de la Croatie à un moment donné dans l'histoire de l'Europe, quelles étaient celles de la Serbie et quels ont été les alliés des uns et des autres. Merci, Monsieur Dufaux. Alors, beaucoup de questions, notamment sur l'Union pour la Méditerranée. Monsieur le ministre, je voudrais en rajouter une ou deux. S'agissant d'ailleurs d'abord de la répartition 1 tiers, 2 tiers, c'est un peu tout le problème. Parce qu'on a affaire à 2 tiers de l'aide vers la Méditerranée, 1 tiers vers les pays orientaux, sauf que on a des populations qui sont extrêmement différentes. Et lorsque vous donnez 1 euro pour l'Égypte, qui est le montant à peu près de son aide, on en donne 28 pour la Moldavie. Donc il y a tout de même un vrai problème de répartition, et nous avons été nombreux justement à remettre en cause cette répartition d'1 tiers, 2 tiers. Moi, je ne suis pas convaincu qu'il faille en rester exactement à ce niveau-là. Deuxième question, sur l'UPM toujours. Ne nous voilons pas la face. Je veux dire, une des raisons pour lesquelles l'UPM a eu des difficultés à démarrer, c'est tout de même la présence d'Israël. Et c'est ça qui a fait que les choses ont quand même beaucoup patiné depuis. Alors c'est extrêmement difficile. C'est une excellente stratégie de commencer par des projets, et des projets qui sont crédibles, et notamment le plan solaire ou les autoroutes de la mer sont sûrement d'excellents sujets. Mais est-ce que vous ne croyez pas quand même que l'UPM va continuer à avoir des difficultés dans son fonctionnement du fait justement de la présence d'Israël, qui est tout de même très 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 largement rejetée par l'ensemble des pays arabes? Bon, ce sont des petites questions. Alors, d'abord, je vais commencer par les questions du président Poniatowski. Il faut bien voir, et je me permettrai aussi de reprendre par rapport à la question de votre collègue Schneider sur le sujet européen. Premier point, est-ce que le consensus européen est si hostile que ça au partenariat méditerranéen? Regardons ensemble ce qui s'est passé. D'abord, vous prenez tous les États membres de la rive sud qui ont le voisinage avec la rive sud et qui ont cette sensibilité. C'est pas si faible que ça. Notamment si vous y incorporez des pays comme la Roumanie ou la Bulgarie qui ont une vraie sensibilité en la matière, ou comme la Hongrie qui considère qu'elle a un débouché naturel via les Balkans et qui s'incorpore elle-même dans une partie quasi sud de l'Europe. Ça fait déjà un socle d'appui qui a été très solide pour nous permettre de défendre le voisinage sud. Deuxièmement, vous avez des pays qui sont très lucides sur l'importance économique. C'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas du Royaume-Uni, qui ont une approche où ils ont parfaitement compris que pour eux, en termes de débouchés économiques et de sphère d'influence, il était absolument vital de répondre aux enjeux. Et puis enfin, vous avez les pays nordiques, qui ont eux une approche très droit de l'homme.
et qui, dans ce cadre-là, avec ses limites, parfois ses points de divergence par rapport à notre propre approche, mais qui les conduit en réalité à une vraie sensibilité par rapport à leur opinion publique, au fait de dire c'est le moment d'investir dans la démocratie. Tout ceci fait au fond, contrairement à ce qu'on pourrait penser nous, où on se dit finalement est-ce qu'on n'est pas très isolés et les seuls à défendre une politique méditerranéenne, fait qu'en fait le consensus est assez stable et avec une bonne masse de gravité au sein de l'Union européenne pour défendre une proximité avec la rive sud méditerranéenne. Et les Polonais l'ont très bien compris, en comprenant parfaitement que s'ils attaquaient de front cet investissement sur la rive sud de la Méditerranée, ils se heurteraient à un obstacle. Après, la question qui est posée par Axel Poniatowski, est-ce qu'on peut aller plus loin? Non, honnêtement, ce ne serait pas raisonnable. C'est-à-dire que sur la répartition des 2 tiers, 1 tiers, il faut s'en tenir à ça. Là où on peut gagner, c'est sur la BEI, sur la BIRD, où de fait, on va réorienter des flux financiers qui aujourd'hui prenaient quasi exclusivement la route de l'Est en direction du Sud. Et là, on a une capacité d'investissement supplémentaire. Donc c'est là-dessus qu'on doit aller. Le reste serait un peu plus compliqué. Sur les questions posées par Madame Bourraguet et qui rejoignent également une partie de l'intervention de Monsieur Dufaux et du président Poniatowski sur l'UPM. Précisément, c'est les projets concrets qui nous permettent de sortir des débats d'esthète. Si jamais on cherche à construire l'UPM d'abord sur une entente politique où on va rapprocher de façon géopolitique les différents États membres, c'est l'échec assuré. En revanche, si vous discutez d'un projet de ferme solaire en Tunisie, on peut y arriver. Si vous discutez d'un office euro-méditerranéen, on peut y arriver. Je reviendrai sur la question du bilatéral ou du multilatéral. Donc ce passage par l'échelon de projets concrets est la meilleure manière de répondre aux difficultés qu'a eu l'UPM. J'en ajouterai un deuxième. L'UPM ne peut pas fonctionner de façon indépendante, autonome ou en apesanteur par rapport au fonctionnement de la politique de voisinage européen. C'est une évidence. Et c'est une évidence pourquoi? Parce que même si je comprends que là-dessus nous ayons des divergences avec Jacques, où sont les moyens? Les moyens, il faut qu'on soit lucide. Les moyens, ils sont au niveau de la politique européenne de voisinage. Donc là où nous, on plaide, c'est pour faire en sorte de mieux appareiller les moyens de la politique méditerranéenne, de l'UPM, avec les moyens de la politique de voisinage de l'Union européenne. En clair, ça se traduit par 3/4 au moins de l'enveloppe des programmes de coopération régionale de l'instrument européen de voisinage et de partenariat qui soient consacrés aux programmes concrets de l'UPM. Ça, c'est du très concret. Sur la question posée également par Jacques Millard. D'abord, merci pour l'enthousiasme. En général, il est assez croisé. Je peux me permettre de retourner le compliment, même si pour le reste, nous n'avons pas la même vision. Mais au moins sur ce point, je dois dire que nous partageons en tout cas la volonté d'exprimer nos convictions avec énergie. Je rejoins tout à fait ce que vous avez dit sur le fait de réinvestir intellectuellement la Méditerranée. Je parle arabe et je suis convaincu qu'on est à un moment où on a besoin de passeurs. On a besoin de passeurs qui reprennent un peu ce flambeau et cette vision du voisinage euro-méditerranéen. Il y a des très belles pages, alors vous me pardonnerez, c'est un peu intellectuel, mais il y a des très belles pages qui ont été écrites par les Saint-Simoniens. Je voudrais juste qu'on se souvienne de cette aventure des Saint-Simoniens. Les Saint-Simoniens partent au moment de la fin de la monarchie de Juillet et se disent, n'oublions jamais que c'est les pays arabes et de la Méditerranée qui nous ont transmis les lumières de l'Antiquité. Et que ce sont eux qui ont fait en sorte que les trésors de la bibliothèque de Constantinople soient transférés progressivement et ramenés vers l'Europe un peu obscurantiste du Moyen-Âge. Tout ça peut être contesté historiquement, mais en tout cas, on fait en sorte que ce patrimoine nous soit transmis. Et ils disent maintenant, c'est à notre tour d'aller là-bas. Et partent avec une aventure absolument extraordinaire que Hervé Guémard connaît bien, puisqu'il a travaillé en Égypte. C'est eux qui vont être à l'origine de la construction du canal de Suez et de la modernisation de l'Égypte et de la construction de l'empire moderne de Méhémet Ali, avec un vrai investissement des Saint-Simoniens où ils partent sur des projets de développement du côté sud de la Méditerranée. Alors, je trouve que c'est exactement dans ce moment-là qu'on est. C'est-à-dire que la question qui se pose, c'est est-ce qu'on est capable de les accompagner dans cette transition de régime ou non? Et c'est un petit peu cette ferveur des Saint-Simoniens qu'il faut retrouver dans notre relation avec la rive sud de la Méditerranée. Sur la question posée par Hervé Guémard sur l'Égypte, la réponse est dans la question. Hervé connaît parfaitement ce pays avec ses contradictions et ce côté parfaitement vertigineux. Enfin, c'est comme si toute la France était concentrée sur une bande passante de 20 km de part et d'autre du Rhône entre Lyon et Marseille. Je caricature à peine. L'Égypte, c'est ça.
et avec tout d'un coup un pays qui s'arrête du jour au lendemain et qui sombre dans le désert. Alors il faudrait nuancer le Sinaï, la Nouvelle-Vallée, qui était un des projets un peu pharaoniques qui était porté par le président Moubarak. Toujours est-il que c'est un pays où l'équilibre est très fragile. Je crois que dans ce cadre-là, la décision qui a été sage, c'est de confier l'animation de l'UPM, le poste de secrétaire général du secrétariat de l'Union pour la Méditerranée, à M. Amrani, et d'essayer de faire en sorte que les pays qui soient un petit peu moteurs dans cette période où l'Égypte a besoin de se concentrer sur ses problèmes intérieurs se décalent un petit peu. Après, moi, je suis résolument confiant sur le fait que sur la durée, l'Égypte est bien un des pôles d'appui très importants de la diplomatie internationale de la rive sud de la Méditerranée. Elle l'a souvent montré par le passé, avec des décisions qui étaient très courageuses, et je suis sûr que ce rôle de pivot reviendra assez vite dans ce qu'est la vocation de l'Égypte. Enfin, sur la question qui a été posée par M. Dufaux sur la question de l'accord ASA, il devrait être adopté au Sénat en juillet, s'agissant de la Serbie, et ensuite, j'espère, passer le plus rapidement possible, en fonction de l'ordre du jour, à l'Assemblée nationale. Merci. Philippe Cochet. Merci, messieurs les présidents, et merci pour vos réponses à cette première série. Je reviens quand même sur la position de Jacques Miers sur le bilatéral et le multilatéral. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit, il y a aujourd'hui une demande forte d'Europe. Il m'intéresserait, Monsieur le Ministre, au niveau des pays donc de la Méditerranée, que vous nous donniez une gradation des pays qui sont vraiment demandeurs et ceux qui le sont nettement moins. C'est-à-dire que je pense à un moment ou à un autre, la preuve par les faits, on va peut-être pas pouvoir traiter avec l'ensemble des pays d'un seul coup. Il faut quand même que l'on arrive à cibler peut-être 2 ou 3 pays. Et ça me paraît très important. Et je dirais que c'est d'autant plus le cas, c'est qu'on a vu quand même que la notion d'Europe avait parfois du mal. On l'a vu notamment avec la notion de la Libye et de l'Italie, donc quand même des relations très anciennes avec des intérêts bien partagés. Et on a vu quand même l'Italie se démarquer dans un premier temps vis-à-vis de l'Europe de manière assez importante. Peut-être l'aurions-nous fait si nous avions été confrontés avec un pays, avec des pays avec lesquels nous avons des relations historiques très très fortes. Et c'est la raison pour laquelle ce grand besoin d'Europe que vous exprimiez, que vous puissiez nous indiquer nommément les pays qui en sont vraiment porteurs. Merci. Christophe Carèche. Je voudrais revenir peut-être à l'analyse comment dirais-je, de la trajectoire de l'UPM, qui s'est quand même largement ensablée. Il y a deux visions possibles. Est-ce que la France a été trop européenne dans cette affaire, ou est-ce qu'elle ne l'a pas été assez? Personnellement, je pense que c'est plutôt la seconde analyse que je ferais. Et d'ailleurs, je me souviens, avec Pierre Lequillet, lorsque la première réunion que nous avions eue avec les députés du Bundestag de la Commission des Affaires européennes, je me souviens très bien ici qu'une grande partie de cette réunion avait été consacrée aux incompréhensions des députés allemands sur l'UPM. Alors, l'eau a peut-être coulé sous les ponts, mais je pense qu'il n'est pas inutile de tirer les conséquences, je réponds en cela à Jacques Miard, de cette affaire. Je pense que l'initiative de l'UPM a été perçue au départ comme une initiative de la France qui n'a pas été comprise. Je n'en fais pas le reproche, je pense que c'était une bonne intuition. Donc sur le fond, je ne la mets pas en cause. Mais je pense qu'elle a été comprise donc, comme une initiative de la France et qu'elle n'a pas été effectivement comprise au niveau de l'Allemagne, clairement, au niveau aussi de la Commission. Et donc il est clair que si nous voulons relancer ce processus, je pense que le seul moyen, et sur ce plan, je trouve que vos réponses vont plutôt dans le bon sens, Monsieur le Ministre, c'est que je pense que le seul moyen, c'est de réinsérer l'UPM dans un cadre européen. Et donc je ne crois pas du tout à l'idée qu'il faudrait, en quelque sorte, reprendre ses billes, que la France reprenne ses billes, constatant les difficultés, l'isolement supposé qui est le sien, mais vous avez répondu aussi sur cette question par rapport à cela. Et donc je pense qu'au contraire, il faut l'inscrire dans un cadre plus européen et lever les incompréhensions, même si c'est vrai qu'elles l'ont été en grande partie.
Il n'en reste pas moins que la Commission continue à affirmer un certain nombre de positions dans ce domaine, et je voulais savoir où vous en étiez dans les discussions que vous aviez avec la Commission. Elle souhaitait d'ailleurs, si j'ai bien compris, que la présidence de l'UPM échoie à la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères. Elle a produit effectivement un document dans lequel elle revient en partie sur les principes qui organisent la politique de voisinage, en s'écartant au fond de cette répartition, ça a été dit tout à l'heure, qui avait été, enfin, que la clé de répartition entre le partenariat oriental et l'aide aux pays du Sud. Est-ce que sur ces initiatives de la Commission, comment la France s'est positionnée et comment elle entend mettre en compatibilité sa vision pour l'UPM et ce qui est proposé par la Commission? Il me semble qu'il reste encore là, même si peut-être que les malentendus ont été levés, mais il me semble quand même qu'il reste un certain nombre de problèmes peut-être à régler. Donc je voulais savoir où vous en étiez sur ces questions-là. Merci. Marie-Louise Faure. Monsieur le ministre, merci. Vous avez évoqué les bouleversements engendrés par les révolutions en Égypte, en Tunisie et ailleurs. Un pays, la Turquie, tout en frappant avec plus ou moins d'énergie à la porte de l'Europe ces dernières années, joue un rôle de plus en plus marquant dans cette région de la Méditerranée. Je voudrais savoir, à l'aune des élections qui se sont produites dimanche dernier, comment vous voyez les relations, et notamment dans le cadre des projets de la France et de l'Europe au sein de l'Union pour la Méditerranée. Odile Saugue. Monsieur le ministre, je voulais vous poser une question sur la Tunisie. Une cinéaste tunisienne a tourné un film pendant la révolution tunisienne. Nadia El Fani a tourné le film Ni à l'aнимètre. Il a été présenté à Cannes. Et dans ce film remarquable, on voit les Tunisiens porter des pancartes, dont beaucoup de femmes, c'est ce qui m'a frappé, réclamant à la fois la démocratie et un État laïque. Alors, ils font ça avec effectivement, ils ont mené leur révolution avec une très grande maturité. Vous avez raison de dire qu'on n'a pas de conseils à leur donner, mais vous dites aussi que nous devons être des passeurs. Alors, d'abord, est-ce que vous pensez qu'ils vont réussir malgré certaines pressions islamistes, et qu'est-ce qu'on peut leur apporter et sous quelle forme? Parce que sont-ils vraiment demandeurs? Je ne sais pas. Mais si on doit être des passeurs, comment, à votre avis? Merci. Et enfin, Pascal Gruny. Oui, merci Monsieur le Président. Moi, j'ai une question sur la formation des jeunes. Je suis très favorable effectivement à cette transmission des compétences du point de vue de l'Union européenne vers ces pays. Par contre, je me pose une question parce que pour avoir des exemples concrets, c'est est-ce que quand ils seront formés, est-ce qu'on est sûr qu'ils voudront repartir chez eux? Parce qu'il y a beaucoup de cas en fait où ils préfèrent rester finalement au sein de l'Union européenne. Et deuxièmement, est-ce qu'ils seront bien accueillis aussi chez eux? Est-ce qu'on ne les trouvera pas trop européanisés? Merci. Alors, Monsieur le ministre, sur toutes ces interventions. Alors, d'abord parce que j'ai laissé une question, donc je ne voudrais pas donner le sentiment que c'était une question gênante, qui est la question de Chantal Bourraguet sur les bateaux de la mort. Il y a un pays qui a très bien géré ça, et qui est pour moi l'exemple à suivre, c'est l'Espagne. Qu'est-ce qu'a fait l'Espagne? L'Espagne a eu une politique qui a été très ferme. Mais ils ont également eu une politique qui a été une politique de coopération, où ils se sont posés avec les Marocains, où ils se sont posés avec les Sénégalais, et ils ont géré ça ensemble, dès le point de départ. Parce que bien évidemment, on peut arrêter les bateaux quand ils arrivent à proximité des rives européennes, mais ce n'est pas ça qui est important, parce que ça c'est trop tard. Ce qui est important, c'est d'essayer de faire en sorte de montrer que d'abord l'avenir peut se construire dans le pays lui-même, et deuxièmement, d'essayer d'arrêter dès le début, parce que quand tout le trajet a été fait, c'est là où les prises de risques, les dangers de mort se retrouvent, et les incertitudes mortelles, ou l'exploitation de la misère et de la détresse. Donc c'est vraiment pour moi cet exemple espagnol qui est le bon. C'est une politique qui repose sur une coopération très profonde et très étroite avec les pays de départ. Et c'est ça qui est la bonne voie et le bon exemple à suivre. C'est aussi, je dirais, un message d'espoir, parce que cet exemple-là montre que c'est possible.
Souvenez-vous, il y a 5-6 ans, on avait des scénarios qui étaient très durs hein, sur le sud de l'Espagne, avec des images qui étaient parfois même d'affrontements communautaires, qui étaient très tendus, plus particulièrement sur la partie sud et en Andalousie, et également au Portugal. Ils ont su gérer ça de façon très mature et je dirais avec une belle réussite. Donc c'est cet exemple-là qui me semble que nous devons suivre. Sur la question de Philippe Cosset, qui est une question délicate, parce que difficile de faire un choix ou un tri. D'abord, le premier, c'est le Maroc, qu'il ne faut jamais oublier. C'est avec le Maroc que nous avons un statut avancé. Donc le Maroc est incontestablement le pays du Maghreb qui est toujours en initiative sur sa relation avec l'Europe. La Tunisie a, à mon avis, un double intérêt. Le premier d'abord, c'est que la première chose, eux ont demandé tout de suite de dire accélérons nos négociations sur le statut avancé. Je crois que c'est un des devoirs d'ailleurs de la France de mettre la pression sur les services de Cathy Ashton et de la Commission pour qu'on ne tarde pas. Ils attendent un bouclage des négociations avant la fin de l'année et nous leur avons promis le bouclage des négociations avant la fin de l'année. Le deuxième avantage, c'est que la Tunisie est un petit pays, qui est un pays à taille humaine, dans lequel les euros que nous investissons ont un vrai effet de levier et dans lequel on peut sans doute écrire une des success stories de la transition démocratique du monde arabe. Donc je crois que c'est un des pays sur lesquels on doit vraiment avoir beaucoup d'attention, beaucoup de finesse et de profondeur de partenariat, parce que je crois qu'il y a une vraie réussite collective à construire ensemble, indépendamment de nos liens anciens. Et puis l'autre point, c'est que c'est un pays avec lequel beaucoup d'États membres européens ont des liens très forts. Je pense évidemment à l'Italie, mais aussi à l'Espagne, la Grèce. Enfin, il y a des partenariats qui sont forts avec la Tunisie. Sur la question posée par Christophe Carrèche, je crois que vous avez bien compris à travers ma réponse que ma réponse est radicalement sur un choix d'un appareillage beaucoup plus fort sur les institutions européennes. De ce point de vue, oui, il y a une vocation de la haute représentante et de la Commission à assurer avec nous la coprésidence nord de l'Union pour la Méditerranée. Et sur les liens qui peuvent être faits avec les différents outils de financement, je crois aussi qu'on a tout intérêt à miser sur une dimension européenne, qui n'exclut pas, et Jacques Miard a raison de le dire, le fait de maintenir une approche bilatérale. Enfin, on ne va pas renoncer à notre histoire. On a une approche bilatérale très forte avec le Maroc, on a une approche bilatérale très forte avec la Tunisie, on ne va pas renoncer à ça. Mais je pense malgré tout que sur l'UPM, si on veut convaincre, il ne faut pas que ce soit perçu comme étant un outil anti-européen. C'est un outil profondément pro-européen et je dirais que le temps nous a permis de lever peut-être certaines incompréhensions initiales. Sur la Turquie, avec la question posée par Marie-Louise Faure, d'abord on a intérêt à discuter ensemble et on a intérêt à développer une analyse convergente. Parce que qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, la Tunisie, c'est les souvenirs de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, ça allait jusqu'à peu près la moitié de l'Algérie. Et donc, il y a une histoire, et une histoire qui fait des liens, qui sont des liens importants avec tout ce voisinage de la rive sud. Pour autant, est-ce que les analyses sont toujours convergentes? Est-ce que la Turquie ne cherche pas aussi à jouer sa propre partition? Je crois que notre objectif, c'est précisément de faire en sorte le plus possible que le rôle de la Turquie soit un rôle qui s'inscrive dans une analyse et une vision qui soit commune. De ce point de vue, le fait que la Turquie répète qu'elle montre son attachement à la démocratie et à un régime démocratique va, à mon sens, dans le bon sens, enfin dans la bonne direction. Sur la question posée par Odile So, qui est une question que j'aime beaucoup parce qu'elle est très directe, j'ai envie de dire tout compte, tout compte. Les partenariats des collectivités locales comptent. Le fait de mobiliser les tissus associatifs, notamment, vous y avez fait allusion, toutes les associations qui peuvent œuvrer dans le domaine du droit des femmes. Tous ces liens qui peuvent être faits sont très importants. L'investissement qui peut être fait au niveau des parlementaires. C'est vraiment, mais je sais que la Commission des Affaires étrangères l'a pris à bras-le-corps. Je sais que Pierre Lequillier est très attentif aussi à cette dimension. Vous avez un rôle décisif à jouer. C'est l'apprentissage de la démocratie. Enfin, nous sommes l'aboutissement d'années d'apprentissage. Donc, c'est le fait de pouvoir être en partenariat avec eux et de développer des liens dans cette période est absolument décisif. Et puis, je rajouterai une dernière instance dont on n'a pas parlé. C'est le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe est un outil très intéressant. Il y a un secrétaire général qui essaye de le faire bouger dans la bonne direction. Et ça peut être un peu ce bras armé du partenariat autour des transitions démocratiques.
En tout cas, moi j'encourage beaucoup le Conseil de l'Europe à investir ces sujets-là. On a pas mal de parlementaires chez nous qui... Oui, où il faut qu'ils les utilisent bien, et à juste titre, mais je crois beaucoup à cette vocation du Conseil de l'Europe, qui peut trouver ainsi un surcroît de légitimité et de visibilité qui n'est pas totalement inutile non plus si on est très, très honnête. Enfin, sur ta question s'agissant de la place des jeunes. Tout ça se construit. Mais je crois que si jamais la donne est claire dès le début, si on est au clair sur le fait de dire que nous cherchons à faire un espèce d'Erasmus euro-méditerranéen, qu'il est clair aussi que derrière nous accompagnons le retour, c'est-à-dire que c'est pas juste on vous a formé et puis ensuite basta, chacun se débrouille. Non. C'est-à-dire l'idée dernière, c'est vraiment d'avoir des crédits qui soient derrière des crédits pour faire en sorte que ces jeunes qui passent par l'Office euro-méditerranéen de la jeunesse soient ensuite les forces vives qui vont contribuer à la construction d'une transition démocratique. C'est-à-dire que l'idée est d'avoir un pool de crédits qui permet ensuite d'accompagner de la création d'entreprises, de la création de projets qui seraient portés par ces jeunes, avec un sas de formation consacré à ça, à du portage de projets. Je crois qu'alors on peut réussir. Et je pense au contraire que ça peut vraiment être une image très forte que nous enverrons, qui est un partenariat équilibré, respectueux et dans lequel chacun trouve son espace. Bien, Monsieur le Ministre, vous avez répondu très directement à nos questions. Pierre, tu veux rajouter un dernier mot? Je voudrais remercier chaleureusement le ministre d'avoir accepté de venir devant nos deux commissions et d'avoir répondu à toutes les questions qui ont été posées. Et c'est sûrement un sujet sur lequel il faudra qu'on revienne. Et effectivement, parce que c'est évidemment un sujet qui va évoluer dans les mois à venir. Bien, Monsieur le Ministre, je vous remercie. Un tout petit mot tout de même pour vous dire qu'on a quand même quelques difficultés. Nous sommes allés en Tunisie, nous sommes allés en Égypte, mais on a quand même quelques difficultés, puisque comme il n'y a pas de parlement dans chacun de ces deux pays, c'est un petit peu difficile. Il faut attendre qu'il soit C'est un peu difficile pour avoir des contacts. Merci encore d'être venus, mes chers collègues, la séance est levée. Il y a les administrateurs.